Le traduzca porque al principio ella va a decir algunas cosas que quiere que ustedes escuchen. Oui, bonjour à tout le monde, bom dias, hola. Je voulais remercier Cristina Jarque pour sa présentation élogieuse. Muy buenos días a todos. Yo quiero agradecer a Cristina Jarque por su presentación elogiosa. Mais des éloges qui ne doivent pas nous faire oublier que nous, analystes, nous devons avoir beaucoup d'humilité devant les symptômes et avec nos patients. Es importante recordar que nosotros los analistas debemos de tener siempre mucha humildad en los síntomas y alrededor de nuestros pacientes. Merci à vous de prêter votre oreille à ce français que vous allez entendre. Gracias a todos por prestar oídos a la lengua francesa que me van a escuchar en este momento. Ce qui nous rappelle que l'inconscient s'inscrit dans une langue et une langue singulière pour chaque pays. Lo que nos recuerda que el inconsciente se va a inscribir en una lengua que es específica de cada país. Quand on parle des problématiques de la pulsion orale, on parle de la faim, par exemple. Cuando hablamos de la problemática de la pulsión oral, hablamos precisamente del hambre. Or, en français, la faim, F-A-I-M, c'est aussi la fin, F-I-N. La fin de quelque chose, quand quelque chose se termine, mais aussi la mort. En francés decimos el hambre o también estar con hambre. Ese es un juego de palabras entre la faim y afam, como afamado, como alguien que tiene hambre, que está, sería la palabra como famélico. Fin. Alors, lorsqu'un patient nous parle de ses problèmes de faim, on entend aussi que ça peut être du côté de ses problèmes liés à sa perception de la mort. Cuando alguien nos habla del hambre, nos está hablando con este juego de palabras de faim et fond, que sería hambre, y o fin, nos está hablando de algo que tiene que ver con un final, en este caso la muerte. Or, derrière toute pulsion sinistrée, il y a bien sûr, tapis derrière elle, la mort, et derrière la mort, surtout, toute la question de la castration. Por lo tanto, estamos hablando de una pulsión que tiene que ver con lo siniestro y que siempre detrás habrá la angustia de la castración. Juste pour terminer cette petite présentation, remercier aussi Cristina d'avoir évoqué mon travail sur la voix. También quiero, para terminar con esta pequeña presentación, agradecer a Cristina que ha presentado mi trabajo sobre la voz. Et vous verrez dans ma présentation le lien qu'il y a entre la pulsion orale manger et la pulsion orale parler. Y verán ustedes el lazo que hay entre la pulsión oral que se come y la pulsión oral que se habla. Voilà ce que vous allez découvrir dans ce texte où j'ai choisi de parler des miettes du festin, une vie en miettes. Es lo que van a descubrir en mi texto, en donde yo he querido hablar de las migas del festín. Érusistone, au livre 8 des Métamorphoses d'Ovide, est le premier boulimique de l'histoire du mythe. C'est un homme violent qui veut démolir tout ce qui l'entoure, entre autres, déraciner les arbres dans une forêt consacrée à Cérès. La dryade, présente au cœur de l'arbre, lui prophétise un châtiment terrible. Cérès lui infligera l'épreuve de la faim comme punition. La déesse de la fécondité va chercher la déesse de la faim, une déesse affamée et décharnée, à la chevelure hirsute, voire rauque et éraillée, en fait, une déesse anorexique. La faim se transforme et se transporte là où il dort, l'enserre de ses bras et lui communique une irrésistible fringale que rien ne pourra assouvir. Comme si la boulimie naissait d'un coït entre le sujet et la faim. Le sujet est littéralement assailli par la faim au détour d'une étreinte mortelle. Érusistone finit par vendre comme esclave sa propre fille, Nestra, qui avait pour mission de le fournir en nourriture. Elle va réussir à lui échapper grâce à une succession de métamorphoses, comme si elle échappait à sa position incestueuse. C'est aux dépens de ce corps que le malheureux se nourrit. C'est-à-dire qu'il va finir par se dévorer lui-même. Comme
pour le versant anorexique, on peut s'interroger sur l'acte suicidaire qui se profile dans l'acte même de cette dévoration jusqu'à la dernière miette. Alors la miette, est-ce que c'est une figure métaphorique ou métonymique de l'objet A? Les dictionnaires nous apprennent qu'une miette est un petit morceau, un débris, une parcelle, qui tombe du pain ou d'un gâteau lorsqu'on le coupe ou bien qu'on le rompt. C'est aussi ce qui reste dans le plat une fois le repas terminé. Les oiseaux guettent les miettes pour en faire leur propre festin. En temps de famine, pas de question de laisser une miette. Autrement dit, c'est un petit reste qui échappe à la dégustation, qui tombe de la portion initiale. Par analogie, c'est une très petite quantité de quelque chose qui a un goût de trop peu. Mais cette expression montre à quel point l'objet initial, brisé, morcelé, ne peut être reconstitué à partir de ces miettes. D'ailleurs, dans la psychopathologie de la vie quotidienne, au chapitre « Méprise et maladresse », Freud, travaillant sur les motifs qui conduisent à un acte manqué, cite un cas présenté par Jekels d'un homme qui brise un vase et tente de le reconstituer. Je le cite, « 2 ou 3 plus gros morceaux lui glissèrent des mains, retombèrent à terre et se trouvèrent réduits en miettes, ce qui lui enleva tout espoir de faire reconstituer le vase. » Les expressions « réduire en miettes »,« être en miettes » traduisent bien l'état de délabrement physique ou psychique dans lequel un préjudice peut plonger un sujet. Par extension, ne pas s'en faire une miette signifie ne se faire aucun souci. Le masochiste est celui qui se contente de miettes et n'ose prétendre à plus, tandis que l'expression « ne pas en perdre une miette » désigne de concentration extrême d'un sujet fasciné par son objet, par exemple un spectacle. Ne recueillir que les miettes du festin peut être la position de l'ascète qui fait de la sublimation de l'appétit un exercice spirituel quotidien. Miettes de vie est le titre de la biographie rédigée par l'abbé Pierre, mais mentionnons surtout ce livre du philosophe influencé par Lévinas, Zygmunt Bauman, La vie en miettes, expérience postmoderne et moralité, où, dénonçant la vie éclatée sous ses formes sociales, il décrit l'urgence de la rencontre salvatrice avec autrui. Cette exploration lexicale nous fait donc passer de la miette comme petite parcelle échappée à l'objet perdu, à la position psychique du sujet qui ne veut rien perdre et veut laisser à l'objet son entièreté pour mieux l'incorporer. Alors, la miette serait-elle une figure de l'objet A, un reste du reste, un reste échappé à l'objet A au-delà de sa perte, qui à la fois témoigne de sa perte, mais prend tout l'éclat de la métonymie. Parcelle échappée au tout, elle est soit balayée d'un revers de main pour devenir déchet, ou bien alors elle est élevée au rang de fétiche comme le reste du père mort après la grande orgie totémique. Un presque rien bon à être jeté, ou un presque rien reste glorieux, paré de tout l'éclat phallique du manque, telle est l'ambivalence au cœur de la miette. Que représente une miette? Une simple miette pour un sujet anorexique ou pour un sujet boulimique. Je vais parler maintenant de perdre l'appétit de vivre et de parler. Laissons-nous enseigner par une vignette clinique. Gabrielle souffrait d'épisodes alternés de boulimie et d'anorexie, et quand elle réussissait à réguler cette anarchie pulsionnelle, elle était confrontée à des périodes rituelles d'aphonie réglées comme du papier à musique. Elle était professeure de physique-chimie. On est enseignante de mère en fille et c'est chez nous chromosomique, disait-elle. Trop affaiblie par ses pertes de poids, ou bien alors privée de sa voix, elle arrêtait de travailler. Je ferme la porte et cela devient mes moments où je joue les artistes.
il n'y a plus de professeur de physique-chimie. Chez moi devient un atelier de création. Puis, quand la voix ou l'appétit reviennent, rien ne sort. Son symptôme lui permettait de mener double vie. Ses enfants étaient dispersés aux quatre coins du monde. En parlant, elle avait pris des objets sur le bureau qu'elle plaçait en différents endroits, comme si elle dressait la cartographie d'un champ de bataille. Nous lui demandâmes où elle se situait dans ce champ de bataille. Sa réponse fut théâtrale, ou plutôt se déroula comme une scène de mime. Elle déblaya les objets figurant les protagonistes de son drame familial d'un revers de main. Elle saisit une feuille de papier, la froissa avec ses deux mains jusqu'à les joindre et nous dit « Je voudrais me rassembler. Je n'ai plus d'appétit pour parler. Ma voix est réduite en miettes, ma vie aussi. » Elle mit le papier dans sa poche en partant, en continuant de le froisser et me laissant ces miettes sonores de son passage. Elle faisait par ailleurs beaucoup de photos et nous apporta à la seconde séance un ensemble de montages. Entre les formes géométriques créées par ces photos étaient incrustés des textes déchirés, morcelés. Elle associa sur les images, pas sur les écrits, puis nous dit au moment de partir « Je sais, je n'ai pas parlé de mes miettes de papier, mais ça, je ne peux pas en parler. » Elle avait auparavant évoqué le piano d'Éric Satie, jonché de bouts de papier aux titres étranges comme « morceaux en forme de poire », des bouts de papier au milieu d'immondices et de détritus. Je dis « miettes de papier ?» Elle dit « miettes de papier, miettes d'écriture, petits bouts de voix, c'est tout ce que je suis capable de sortir. Ces petits riens ne me nourrissent pas. » Elle associa sur les fêtes familiales données par ses parents, d'où elle et ses frères et sœurs étaient exclus. Ils étaient consignés dans leur chambre, condamnés à ne pas faire de bruit. Leur mère, anorexique, se parait de ses plus beaux atours. « Des fois, je doute que c'est moi qui vous ai fait, » disait-elle à ses enfants, tous marqués par l'embonpoint, qu'elle tentait de juguler à coups de soupe diététique et de tableaux des calories affichés partout. Mais sitôt les derniers invités partis, Gabrielle s'infiltrait dans la cuisine pour ramasser les miettes du festin. Surtout les miettes des gâteaux et fromages apéritifs. D'ailleurs, n'était-ce pas ce qu'elle faisait une fois ses cours terminés ? Elle faisait un long détour pour acheter des gâteaux à apéritifs et des fromages dont elle faisait une orgie sitôt rentrée. Puis, elle s'endormait devant les sacs éventrés. Son discours, jusqu'ici inscrit dans une certaine volubilité, devenait haché, essoufflé et entrecoupé de silence. Elle rêva que sur mes murs, elle avait affiché ces lambeaux de phrases et que je les décrochais et tentais moi aussi d'en faire un tableau, comme un puzzle que j'aurais recomposé. Le rien qui sort, une anorexie vocale. Sa voix morcelée n'est-elle pas un reste d'une image recomposée qui ne serait pas arrivée à maturité de reconstruction ? Peut-elle être recomposée par l'effet miroir de l'autre ? La voix met en jeu le désir de l'autre et tout ce qui fonde les polarités du discours, comme l'a développé Lacan. La voix morcelée est le témoin d'un décentrement, d'une fausse note dans la structure qu'il convient d'interroger en choisissant un autre miroir, celui de l'analyse. Gabrielle nous en a donné une figure. Rappelons-nous son champ de bataille. La solution n'était pas d'organiser cette armée des ombres de son passé qui la préoccupait. Elle le savait quand elle rassembla ce papier en boule dans sa main. Ce rien ne sort dont se plaignait Gabrielle nous renvoie à Lacan qui a développé, entre autres dans son séminaire sur la relation d'objets, son approche de l'anorexie, précisant qu'il ne s'agit pas de ne rien manger, mais de manger du rien.
L'aphonie comme symptôme serait donc le revers jumeau de l'anorexie mentale. Nous avons proposé de l'appeler anorexie vocale. Le rien entre, rien sort anime les deux versants de la pulsion orale, oralité, vocalité, dans un va-et-vient mortifère. J'ai par ailleurs développé l'idée que l'identification du sujet mélancolique au rien lui permet de se retirer du monde dans une dynamique autodestructrice. Lacan souligne que derrière l'image, il y a un objet réel qui, dans la fonction du voile, s'appelle le rien. Cette réduction du désir au rien est une modalité de jouissance qui exclut l'autre. Cette identification du moi avec l'objet réduit en miettes réduit le sujet à rien. Ce rien signe cependant pour Lacan une position désirante. Rien, c'est justement quelque chose qui existe sur le plan symbolique. Comme des pelures. Des enquêtes sociologiques et psychiatriques ont mis à jour une féminisation massive de la boulimie. Mais quel déchiffrement subjectif peut-on en faire? Selon l'étymologie, la boulimie est une faim de bœuf, le bœuf castré étant supposé avoir un appétit monstre. Faim compulsive, sensation exagérée de l'appétit, elle se manifeste par crise et organise une pulsion réitérative qui engage le sujet dans l'addiction, lui déclenchant de faux appétits impérieux comme s'il était en famine. Il mène alors un véritable combat contre la pulsion orale. Son malaise pourrait le conduire à l'inanition qu'il faudrait conjurer immédiatement grâce à la nourriture. Cela commence par une excitation particulière liée à un sentiment d'angoisse inscrit au creux de l'estomac, une sorte d'éréthisme primaire qui se traduit par une ruée vers l'objet salvateur. La fonction de la hâte est essentielle dans le processus, de même que la solitude et la cachette, pour commettre l'acte d'engloutissement de la nourriture hypercalorique, surclassifiée au palmarès des calories, selon Paul-Laurent Assoun. Dans l'après-coup, dans la sortie de crise, se manifestent la honte, l'endormissement et la purge par vomissement, laxatif et diurétique, ou bien encore une pratique intensive du sport pour extraire ce sale objet. Freud mentionne la boulimie dans la névrose d'angoisse au féminin et dans Inhibition, symptômes, angoisse, où il la situe du côté d'une compulsion alimentaire. Défense hystérique contre le fait de manger, elle est placée entre le refus de manger et le vomissement. Outre être un élément du procès contre la mère, la Verhungern, le fait d'être affamé, rencontre le vide de la frustration sexuelle, la vacuité du désir. Selon Paul-Laurent Assoun, la boulimie est sous-tendue par une trilogie, un faux besoin, une demande à vide et un désir fou. La boulimique a le sentiment d'être encombrée de l'autre, comme elle l'a été par la mère, et d'être bonne à rien. Le sujet s'identifie à l'objet A et s'expulse lui-même par le vomissement. Il est lui-même l'objet de déjection. Dans le séminaire 4, la relation d'objet, Lacan, dans la séance du 6 février 1957, donne ainsi les paramètres de la pulsion orale articulés autour de la dévoration comme compensation de la frustration d'amour parallèlement à l'incorporation du surmoi maternel et d'une suppléance du pénis. Je le cite. C'est dans la mesure où la réaction orale à l'objet primitif de dévoration vient en compensation de la frustration d'amour, dans la mesure où ceci est une réaction d'incorporation de certaines paroles, entre autres, à l'origine de la formation précoce de ce qu'on appelle le surmoi. Ce que sous le nom de surmoi le sujet incorpore, c'est ce quelque chose analogue à l'objet de besoin, substitut du don. C'est à partir de là qu'aussi bien le fait de posséder ou de ne pas posséder un pénis peut prendre un double sens dans l'économie imaginaire du sujet. Et il est une forme orale d'incorporation du pénis qui joue son rôle dans le déterminisme de certains symptômes et de certaines fonctions.
Dans le séminaire Le Symptôme 75-76, à la séance du 11 mai 76, Lacan prend Joyce à témoin. Ce n'est pas simplement le rapport à son corps qui est affecté par les coups de bâton qu'il a reçus, mais ce qui est plutôt frappant, ce sont les métaphores qu'il emploie, à savoir le détachement de quelque chose comme d'une pelure. Il n'a pas joui cette fois-là. Et Lacan de conclure que le sujet devient étranger à son propre sujet. Lacan pose dans le registre de la crise de la boulimie l'objet comme l'équivalent du pénis. C'est la forme orale d'incorporation du pénis, incorporation imaginaire du pénis, qu'il ne faut pas confondre avec l'incorporation des pelures de parole. Ça la pousse à une clinique d'une autre jouissance et d'une jouissance autre. Pour décompléter la mère, l'anorexique incarne ce qui manque à la mère, tandis que la boulimique, frustrée d'amour, cherche un plus de corps pour être enfin vue par la mère. Les deux cliniques ne sont pas symétriques mais discordantes. La boulimie n'est pas une structure. Devant le matricide impensable, le sujet peut se précipiter dans la mort en incorporant le signifiant de la mère mortifère. Conclusion, un joujou pour le réduire en miettes. Gabriel apporta un jour une feuille noire où était inscrit en peinture argent « Écrire pour ne pas faire mourir le silence ». Au-dessus d'une sorte de bâtiment en ruine qu'elle appela « Mon théâtre blanc ». En rapport avec ce théâtre blanc, elle parla de ses jeux d'enfants préférés, un théâtre de marionnettes que lui avait construit son père, avec des personnages habillés de bouts de tissu par sa mère, et habillés en quelque sorte de la voix de sa mère, qui faisait parler ses poupées de chiffon au ventre vide. Elle associa sur la voix de son père. « Ah, il me reste dans l'oreille une chanson de Gainsbourg qu'il me chantait, parce que tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. » Pour venir à sa séance chez moi, il fallait sonner 3 fois. Elle dit, 3 fois comme les 3 coups du théâtre. Mais ici, c'est un autre théâtre. Je ne joue plus quand je parle. Vous ne jouez pas à me souffler ou me chanter des paroles. Mon appétit à parler revient. Merci à vous. Gracias.